Puis ça, on va le voir un petit peu aussi, c'est assez central dans l'utilisation des réseaux. Donc, Richard Stallman avait dit « It's free as in free speech, not as in free beer ». Donc, déjà, il pressentait, si on veut, la possibilité qu'on puisse échanger des contenus gratuitement, mais il mettait en garde les internautes à cet égard-là. Le Web, ça s'est développé très fort quand est apparu le lien hypertexte. Le lien hypertexte, c'est ce truc-là ici, c'est ce qui vous permet de passer la souris dessus, puis de passer d'un ordinateur et d'un pays à un autre sans vous apercevoir, sans devoir taper une ligne de code. Donc, quand le World Wide Web a été comme inventé par Tim Berners-Lee, c'est là que la révolution est rentrée parce que tout le monde pouvait, avec un ordinateur, un PC à la maison, pouvait commencer à surfer d'une machine à l'autre, d'une base de données à l'autre, sans trop se casser la tête. Avant ça, il fallait des compétences qui étaient généralement à apporter seulement des universitaires ou des centres de recherche. De 92 à 97, cette bébête-là est passée de 600 000 à 40 millions d'usagers. En 2000, on était rendu 360 millions d'usagers, puis en 2010, on devrait atteindre d'ici la fin de l'année 3 milliards d'usagers. Donc, ça a vraiment une croissance exponentielle fulgurante, je pense qu'on peut le dire, c'est le terme. La raison pour laquelle ça va atteindre 3 milliards d'usagers, c'est notamment parce que beaucoup de pays émergents, par le biais de la mobilité puis des téléphones cellulaires, vont être capables de se brancher en haute vitesse aussi sur Internet. Ce qui fait que le savoir puis les innovations en matière de réseau puis de technologie vont de plus en plus venir des pays émergents. Le 3 milliardième utilisateur, a priori, devrait être quelqu'un du Brésil, des Indes ou de la Chine. C'est ce que beaucoup de théoriciens disent. Maintenant, cette bébête-là, ça a aussi changé nos rapports sociaux. Puis, les sociologues vont parler des natifs du Web, puis vont essayer de voir un petit peu comment ça change leur comportement. Puis, ils ont trouvé ces forces-là, en fait, on remarque ces modifications-là chez les jeunes générations, ceux qui ont essentiellement 20 ans aujourd'hui puis qui sont nés en même temps que le Web. On remarque donc une modification du rapport au temps, on en a parlé tantôt, une modification du rapport à l'espace parce qu'on peut mettre à jour des choses, on peut mettre à jour notre blog, on peut faire beaucoup de choses désormais avec notre téléphone portable dans l'autobus ou dans un concert ou une pièce de théâtre. On peut d'ores et déjà dire ce qu'on en pense sur Twitter, puis ça va se ramasser sur notre blog avant même qu'on soit remonté dans la voiture si on a une voiture, en métro si on prend le métro. Donc, un rapport, c'est une modification du changement, une modification du rapport à l'espace qui est vraiment majeure. C'est une génération anxieuse que les liens atténuent, donc l'importance du développement des réseaux sociaux. C'est des gens qui vont s'identifier à des marques ou à des espaces identitaires de façon importante, qui vont aimer tel truc, détester tel autre truc, chez lesquels on va sentir une affiliation à des marques, à des espaces identitaires beaucoup plus solides, mais qui, malgré le fait qu'ils vont adopter des marques, plébisciter des marques, ils vont par ailleurs être très critiques par rapport à des messages corporatifs cachés, donc éviter les canulars s'il n'y a pas une raison pour utiliser le canular, si le geste n'est pas réfléchi. Il y a des entreprises qui paient des blogueurs professionnels. Règle générale, ça n'a pas bonne presse. Le jour où c'est débusqué, c'est très mauvais pour l'entreprise. Tu sais, ils vont être individualistes, ils vont essayer de protéger leur anonymat en utilisant souvent des avatars ou des faux noms. Pas tant pour protéger, je pense, leur renseignement personnel ou leur identité réelle, mais parce que, je ne sais pas, ils veulent pouvoir s'exprimer sous le couvert de l'anonymat. Puis ça va de pair, par ailleurs, avec un comportement bien bizarre, c'est qu'on va mettre des photos de nous dans des parties de famille ou des choses comme ça, alors qu'on rentre vraiment dans la sphère privée, mais qu'on va hésiter, par contre, à utiliser notre vrai nom quand on surfe, quand on ouvre un profil. On va voir de plus en plus chez les gens producteurs de contenu, en fait, parce que les utilisateurs aiment ça, chez les producteurs de contenu aussi, on va avoir à personnaliser souvent l'expérience. Il va y avoir des forfaits
à taux variable, selon le site sur lequel on va aller, on peut se payer un abonnement à des niveaux variables. Les produits culturels, dans l'exemple qui est souvent cité, c'est celui de Trent Reznor, le fondateur du groupe Nine Inch Nails, qui va produire des objets en série limitée, mais très coûteux, plutôt que de produire des objets commerciaux comme on a connu en série complètement au papier carbone à un faible prix. Donc, en personnalisant l'expérience, en personnalisant l'objet, on parvient parfois à compenser pour la chute des ventes de l'objet reproduit mécaniquement. Web 2.0, il y a trois philosophies qui font couler beaucoup d'encre et qui s'affrontent. Celle d'Andrew Keen, qui parle du culte de l'amateur, de la destruction des institutions et de la culture par la réduction des contrôles puis des standards normés. C'est tout le problème des amateurs qui surgissent d'un bord puis de l'autre sur la toile. C'est pas bon, ça fait baisser le niveau de qualité de l'écrit, de la production artistique, la crainte de voir la sphère artistique professionnelle se faire envahir par plein d'amateurs. James Surowiecki, lui, dit au contraire qu'il n'y en a pas de problème. Donc, il parle de la sagesse des foules. Il dit qu'il y a un enrichissement collectif par cette quantité d'offres-là, puisque l'offre s'enrichit, puis qu'à terme, il va y avoir une discrimination de l'information par la communauté elle-même, que les trucs mauvais n'arriveront pas à se tailler une place importante. Il va y avoir discrimination par l'auditoire. À mon sens, les deux ne sont pas contradictoires. Ça va un peu ensemble. Tu sais, on peut être tenant de l'un et tenant de l'autre, puis il faut être prudent aussi avec l'un comme avec l'autre. Ce qu'on considère comme une proposition de faible qualité aujourd'hui, elle peut se bonifier avec le temps. Tu sais, autant dans sa forme que dans sa popularité. Je veux dire, un site marginal puis une production marginale aujourd'hui, elle peut s'améliorer. Elle peut ne jamais s'améliorer, mais elle peut s'améliorer. Puis au moins, les réseaux donnent la possibilité de la diffuser, de l'exprimer. Puis après ça, dans un troisième, Pierre Lévy qui parle d'intelligence collective, puis j'aime bien celui-là parce qu'il est peut-être davantage conciliant. Il dit « Aucun d'entre nous ne connaît tout, chacun de nous connaît quelque chose. Nous pouvons en recoller les morceaux si nous mettons nos ressources en commun. » Donc, toute la notion du partage d'informations en ligne. Il y a une proposition à l'effet qu'Internet permettrait de démocratiser les échanges, l'accès à la diffusion, puis qu'à terme, ça enrichisse le savoir humain, puis l'expérience, puis que si effectivement on collabore plutôt que de s'asseoir sur nos informations, ça va à terme aussi, on va le voir, ça va à terme accroître notre réputation. C'est qu'on aurait intérêt à collaborer, parce que c'est en collaborant qu'on va attirer l'attention sur nous, puis qu'on va développer notre expertise, et que notre expertise, en étant reconnue par nos pairs, va faire en sorte aussi d'attirer des gens, puis d'attirer de l'intérêt pour ce qu'on fait. Donc, l'idée de s'asseoir sur notre carnet d'adresses, c'est un comportement qui serait peut-être en voie de disparition. On a plus intérêt à disséminer l'information qu'on possède. Le Web 2.0, ça introduit la notion d'autopublication. Ça introduit aussi la notion donc, de création de contenu par les utilisateurs. C'est de ça qu'Andrew Keen a beaucoup peur. C'est que finalement, l'œuvre d'art produite par l'amateur ou par l'utilisateur, par l'internaute, par le commun des mortels, le commun des mortels sur Internet finisse par être j'en perds mes mots, la fatigue, mais il risque d'y avoir confusion entre l'œuvre du professionnel puis l'œuvre de l'amateur ou l'œuvre du simple internaute. Puis on évoque le cas de YouTube et Prince, d'une dame qui avait filmé sa petite fille en train de danser sur Let's Go Crazy de Prince, puis qu'à terme, Warner a retiré cette capsule-là parce qu'il y avait trop d'internautes qui allaient la voir.